Bon, c'est pas bien. Vous me regardez sur YouTube, là. Vous ne faites pas des économies d'énergie parce que vous le savez maintenant, Pannier-Runacher a dit, faut plus envoyer de mails rigolos. Si c'est possible, pas de pièces jointes. Et puis, Véran, il vous conseille de débrancher le Wi-Fi. Que je dise tout de suite, moi je suis pour, quand j'étais à France Inter, je passais mon temps le soir, quand je quittais les bureaux, à aller fermer les ordinateurs les uns après les autres pour pas que ça bouffe de l'énergie pendant la nuit. Mais là où on voit l'immense contradiction, c'est que ce sont les mêmes qui nous disent attention au Wi-Fi, attention aux envois de mails, attention aux pièces jointes, qui, il y a 2 ans, nous faisaient quoi? Vous avez oublié? La 5G. Ils nous faisaient la 5G alors que le Haut Conseil pour le climat avait démontré que ça ferait des millions de tonnes carbone. En plus, j'ai les chiffres exacts, hein, de 2,6 millions de tonnes carbone à 6,7 millions de tonnes carbone comme estimation, mais surtout pour ce qui nous concerne aujourd'hui, que ça ferait entre plus 6% ou plus 13% de consommation énergétique pour les ménages. Donc c'est quelque chose d'absolument colossal et donc ça montre bien la contradiction dans laquelle ils nous prennent. C'est-à-dire qu'ils construisent un système qui bouffe de l'énergie, qui bouffe de l'énergie, qui bouffe de l'énergie, et ils nous demandent avec notre petite cuillère de faire gaffe. Quel est leur but? C'est quand même de maintenir une société de consommation. Alors j'adore les définitions du petit Robert de la société de consommation. Type de société où le système économique pousse à consommer et suscite des besoins dans les secteurs qui lui sont profitables. Alors, le petit Larousse, c'est bien aussi. Société d'un pays industriel avancé, où l'économie, pour fonctionner, s'efforce de créer sans cesse de nouveaux besoins et où les jouissances de la consommation sont érigées en impératifs au détriment de toute exigence humaine d'un autre ordre. C'est presque humaniste comme définition, c'est magnifique. Mais il ne s'agit pas de sortir de cette production-consommation, mais juste de l'aménager à la marge. Alors, on va pouvoir t'éteindre les écrans de publicité la nuit à condition qu'ils soient sur le domaine public et pas à l'intérieur. Enfin, bon, bref, c'est juste du pinaillage à la marge, mais absolument pas un objectif de transformation de la société. Et du coup, on se retrouve pris dans l'urgence, dans les micro-mesures. Tu regardes par exemple le train. Là, le train, il va peut-être y en avoir de supprimés cet hiver. Alors déjà qu'il y a des trains qui sont supprimés pour nous traditionnellement en Picardie, tu vois. Tu as des trains qui sont supprimés parce qu'il y a des manques de personnel. Et maintenant, tu vas avoir des trains qui vont être supprimés par manque d'électricité. Mais quand il y a eu la réforme ferroviaire, le nouveau pacte ferroviaire, là, il y avait 87 fois le mot concurrence. Il n'y avait pas une seule fois le mot climat, il n'y avait pas une seule fois le mot réchauffement, il n'y avait pas une seule fois le mot démocratisation du rail, tu vois, ou accès pour tous. Ça, c'était pas du tout pensé. Dans les transports, la seule chose qui prévaut, c'est la concurrence. Et on n'a pas pensé du tout en amont de quel transport on va avoir besoin, à la fois pour que les citoyens usent moins de leur voiture et pour que tous puissent se déplacer. La grande question aujourd'hui, c'est vrai pour le marché du travail. En fait, c'est le travail qu'on doit sortir du marché pour imaginer quels sont nos besoins demain. Aujourd'hui, on devrait avoir des publicités à la télévision pour recruter des maçons, des travailleurs du bâtiment, comme il y en a pour l'armée de l'air. Mais en fait, on devrait remplacer celle de l'armée de l'air par des maçons parce qu'il nous faut des centaines de milliers de jeunes qui ont envie de faire de la rénovation thermique de bâtiments, d'aller doubler les murs et ainsi de suite, et d'avoir conscience qu'en faisant ça, eh bien, ils participent à sauver la planète. Et donc, on pourrait avoir un truc, les magnifiant, les héroïsant, tu vois. Vivez l'aventure du bâtiment. Bon. Mais à côté de ça, ça c'est sur le plan de la fierté du métier, mais il faudrait construire aussi un statut, un revenu qui colle. 2 000 € minimum, peut-être comme ces métiers durs, 1 à 2 semaines de congés payés supplémentaires, la garantie qu'après 50 ans, tu vas pouvoir avoir une autre carrière parce que tu auras le dos brisé. Mais si tu laisses faire le marché du travail, il a fait quoi? Il a fait qu'un ouvrier qualifié du bâtiment, il était à 36% au-dessus du SMIC en 2000, aujourd'hui il est plus qu'à 16%. Il a perdu du pouvoir d'achat. Il va faire que les gars ils vont devoir se reconvertir parce qu'il y a une crise de ceci, une crise de cela, et on va leur dire, bah voilà, de couvreur devenir serveur ou de serveur devenir couvreur, de chauffagiste devenir cariste ou autocariste, puisqu'on en manque. Bon, et c'est le grand bazar. Non, en fait, le grand choix aujourd'hui, il est entre organiser la société, penser nos besoins, ou la main invisible du marché qui va venir réguler tout ça. Et là, il en est de même pour l'énergie. Si on laisse faire le marché, là, pour cet hiver et pour la suite, non seulement on va avoir des prix qui vont s'envoler, mais en plus, on ne va pas rationner là où ça serait le plus juste. Le rationnement, il va se faire par le porte-monnaie. Les gens modestes, ils auront du mal à se chauffer, tandis que pour les super riches,
faire le plein de kérosène dans leur jet, en plus c'est moins taxé, ça sera indolore, ça ne se sentira pas. Donc la question c'est comment on décide de ce qui est prioritaire, de ce qui ne l'est pas, du coup de ce qu'on contraint et de ce qu'on ne contraint pas. Alors là, tu sais, c'est le système utility de... tu connais pas c'est en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. On décide de ce qui est utile à la société et de ce qui ne l'est pas. Eh bien, il faut que ça soit discuté collectivement. Les piscines qui ferment là, une trentaine de piscines. Bon, est-ce que c'est utile à la société ou est-ce que ça ne l'est pas? Ça peut faire débat. Moi, je pense que si les gamins à 6 ans, ils commencent à apprendre à nager, ça nous fait moins de noyades derrière, ça nous fait quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'injustice parce que tous les gosses pourront faire du canoë-kayak, de la planche à voile, aller à la mer plus tard et que ça ne sera pas quelque chose qui fait que certains auront appris dans les piscines privées. Ça peut se discuter. Mais en revanche, ce n'est pas à la société vert marine ou à Macron tout seul de le décider. Ça doit être discuté ensemble de ce qu'on juge prioritaire et de ce qu'on juge qui ne l'est pas. Tu vois, par exemple, sur les jets, quand même, je tiens à rappeler qu'avec Delphine Bateau, notre proposition sur les quotas carbone, donc de dire que chacun a le droit à des déplacements en avion, mais que ça doit être contraint. Bruno Bonnel, le député En Marche avec qui j'avais fait le rapport sur les métiers du lien, il m'a raconté 360 000 km en avion par an à un moment. C'est-à-dire qu'il faisait quasiment 10 fois le tour de la planète. Ben évidemment, ça, il faut plafonner ça. C'est pas parce que tu as un gros portefeuille que tu as le droit de polluer en gros. Tu vois, c'est des droits qui doivent être justement répartis. Et donc, ça s'organise ensemble et ça ne se laisse pas faire par le marché. Mais vraiment, ma conviction pour l'avenir de nos sociétés, c'est ce grand choix, c'est est-ce qu'on pense que c'est par le marché que ça se passe ou bien est-ce qu'on pense que c'est par l'organisation ensemble? Toujours sur la crise de l'énergie, c'est un gars qui travaille dans des hautes instances qui nous a filé ce graphique que je trouve très très probant. C'est sur la part du secteur de l'énergie, de la raffinerie et des transports dans la valeur ajoutée totale. Donc tu vois, c'est aux alentours de 3%, 3%, 3% tout le temps. Et là, on est passé à 6%. Ça a doublé. C'est dire la déformation qui, à mon avis, est un souci aussi pour le capitalisme lui-même aujourd'hui. La manière dont les transports, et donc là c'est les porte-containers, alors j'ai fait des papiers entiers pour expliquer pourquoi le libéralisme il avait commencé par la mer et comment arrivé de la mer il était arrivé dans les ports et qu'ensuite il était arrivé sur terre. Mais bon, c'est CMA-CGM avec les porte-containers qui fait des profits colossaux en ce moment et le pétrole, Total, le gaz, Engie qui suce les profits du pays. Donc, quand je dis, et c'est vrai, que jamais le taux de marge des entreprises n'a été aussi élevé en France depuis la création de l'indice par l'INSEE en 1949, c'est vrai, jamais le taux de marge des entreprises n'a été aussi élevé. Mais il faut voir qu'à l'intérieur de ces entreprises, tu as un oligopole d'une dizaine de boîtes qui pompe aujourd'hui complètement la valeur ajoutée. C'est pour ça que je dis que c'est un souci du capitalisme. Alors, j'ajouterai ma petite marotte du moment, c'est que je pense que la gauche doit s'intéresser plus seulement à ce qu'elle fait traditionnellement, qui est le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail au sein des entreprises. Je pense que maintenant, la gauche doit ajouter comment elle fait pour veiller à une juste répartition de la valeur ajoutée entre les entreprises. Pourquoi? Parce que tu as des chaînes, tu regardes dans le bâtiment, par exemple Vinci, Eiffage, Bouygues, ils donnent des ordres à des sous-traitants, qui donnent des ordres à des sous-sous-traitants, qui donnent des ordres à des sous-sous-traitants, et puis après, tu vas quasiment te retrouver avec des auto-entrepreneurs qui sont des petites entreprises. Et donc, si tu ne penses que la répartition capital-travail à l'intérieur de l'entreprise, ceux de Vinci vont toucher peut-être. Mais en dessous, les sous-traitants et les sous-sous-traitants qui sont écrasés, et les patrons eux-mêmes sont écrasés. Il n'y a rien à partager là. Et donc c'est pour ça que c'est à l'intérieur de toute la filière, à l'intérieur de toute la chaîne, qu'il nous faut désormais penser la répartition de la valeur ajoutée. Alors, ça veut dire déjà un impôt juste. On sait que, j'ai cité Total, ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui doivent être pensées. Alors, la France Insoumise avait proposé la caisse de péréquation, ce qui est un début d'idée. On pourrait penser à une sécurité sociale économique, mais je pense que la gauche doit avancer sur comment les TPE-PME se sentent représentés par elle. Je ne dis pas que les patrons de TPE-PME, ils vont voter à gauche, mais je dis que
pour le salarié lui-même de ces TPE-PME, quand on leur dit que le SMIC il va passer à 1 500 €, qu'on va indexer les salaires sur l'inflation, eux-mêmes, les salariés se disent c'est pas possible parce qu'ils discutent avec leur patron qui leur dit c'est pas possible. Et donc, il faut que nous, on rende ça possible par une répartition de la valeur ajoutée au sein de toute la chaîne de production. Dernier point sur cette crise de l'énergie, je pense qu'il est temps d'ouvrir le débat à propos de la Russie. Qui les sanctions aujourd'hui sanctionne-t-elle? Est-ce que c'est la Russie ou bien est-ce qu'on se tire une balle dans le pied et est-ce qu'on fait souffrir nos concitoyens pour rien? Je dis ça parce qu'il y a quand même une série de témoignages, ça montre que les livraisons d'armes à Kiev, ça a fonctionné, ça fonctionne. Il y a quasiment une contre-offensive de l'armée ukrainienne sur place. Bon. Mais en revanche, les sanctions économiques qui devaient provoquer l'effondrement de l'économie russe, c'est Bruno Le Maire qui parlait comme ça en mars, et auquel j'étais favorable. Je tiens à dire la vérité, je me suis exprimé en faveur de ces sanctions économiques au printemps. Mais aujourd'hui, quel est le bilan? Tu as un rapport du Fonds monétaire international qui dit: on estime que la contraction de l'économie russe au deuxième trimestre a été moindre que prévu. Les exportations de pétrole brut et des exportations hors énergie ont mis en mieux résisté qu'anticipé. De plus, la demande intérieure fait preuve d'une certaine résilience. Bon, ça dit que ça va plutôt bien en Russie, alors que ça montre que l'Europe, elle, est à la peine. T'as le Wall Street Journal, ça a été traduit par l'opinion, tu vois, je cite des trucs de patron, quoi, qui dit: avec ses revenus pétroliers insolents, la Russie contrarie les plans de l'Occident. T'as du The Economist qui s'interroge: les sanctions contre la Russie marchent-elles de façon inquiétante? Jusqu'ici, ces sanctions n'ont pas fonctionné comme espéré. T'as le patronat français dans Les Échos qui dit qu'on fait le choix de la récession. T'as François Langlais qui s'est exprimé même, tu vois, sur TF1, ça vient. Et quand le président Zelensky il dit à Ursula von der Leyen, donc la présidente de l'Union européenne, qu'il demande des mesures visant à limiter les bénéfices excessifs que la Russie tire des ventes de pétrole et de gaz, ça semble bien dire que ça ne fonctionne pas, puisque les sanctions, au contraire, elles permettraient à la Russie de faire des bénéfices excessifs. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc je suis favorable, moi, à ce qu'on rouvre le débat sur ces sanctions économiques à l'égard de la Russie. Est-ce que c'est eux que ça pénalise ou c'est nous qui nous pénalisons nous-mêmes? J'ai publié un bouquin, vous êtes sans doute au courant, je vous écris du front la Somme. Pourquoi? En urgence pendant l'été. Parce que, auparavant, quand il y avait une mairie qui tombait au Front National, eh ben, ça suscitait des tribunes d'intellectuels, il y avait des pétitions, il y avait des manifestations. Je ne dis pas que c'était des réactions qui étaient hyper utiles, mais il y avait comme un espèce d'électrochoc pour une mairie. Là, tu as des régions entières, et en plus c'est des régions qui ont voté à gauche pendant un siècle, qui ont été le creuset du socialisme et du communisme. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, chez nous c'est 8 circonscriptions sur 17, la Moselle, les Ardennes, en symétrique au sud le Midi Rouge. Tu as un basculement, c'est pas un grignotage, c'est un avalage par le Rassemblement national, et ça suscite même pas une secousse. Il n'y a pas un diagnostic, on ne sent pas une volonté de juguler ça. Quand, au lendemain de ça, j'entends que ce sont des terres qui, au fond, n'ont jamais adhéré à la démocratie et à la République, on parle de chez moi, quoi. Et ça signe pour moi un abandon. On est en train de parler de régions entières qui basculent au Rassemblement national. Est-ce que ça ne mérite pas qu'il y ait une interrogation en profondeur, qu'il y ait une volonté politique qui dise comment on va aller se faire place là-bas? Maintenant, il ne s'agit pas de gémir, il s'agit de regarder ce qu'on a. On a les quartiers populaires, et c'est très bien que la gauche retrouve droit de cité dans les cités. On a les métropoles, et notamment la jeunesse éduquée, les gamins qui à 18-20 ans ont glissé comme premier bulletin un vote progressiste, c'est un bon ferment pour l'avenir. Je pense qu'il nous manque un bout, et il nous manque en fait un très gros bout. Moi, dans mon idée, depuis 15 ans, je le répète, il nous faut un nouveau bloc historique qui associe les classes intermédiaires avec les classes populaires et qui, à l'intérieur des classes populaires, mettent ensemble les quartiers et les campagnes. Si jamais il y a un bout qui manque là-dedans, on ne sera pas majoritaire. Donc pour moi, faire mieux, c'est faire mieux là-dedans. Depuis où je suis, depuis la Picardie où je me trouve, moi, il faut que j'envoie des signaux à Paris.
de ce que j'ai récolté en masse pendant ma campagne. Et je ne suis pas le seul. Quand je discute avec d'autres députés, c'est pareil. C'est quoi? C'est oui, ça fait mal aux oreilles, mais c'est ça. C'est moi, je ne peux pas voter à gauche parce que je suis pour le travail. Contre les cas sociaux, contre les assistés, contre l'assistanat. Et d'ailleurs, c'est une ethnologue du bassin minier qui me dit qu'aujourd'hui, la principale disposition au vote Rassemblement national, c'est l'enjeu de l'assistanat. C'est là que je me sépare de Roussel, si tu veux. Je vois qu'à la fête de l'UMA, comme d'habitude, il a collé à Ruffin, il a dit bah Ruffin il dit pareil. Non, 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 je dis pas pareil. Parce que le diagnostic, ce qu'on entend, ouais, on a entendu la même chose. Et je pense qu'on est des centaines de candidats dans ce pays. Il y en a une qui m'a dit « Ah, sur les marchés, j'entendais que ça ». Il y a cette lecture, alors ça y est, je vais citer des sociologues, tu vois, il y en a plein qui ont travaillé là-dessus, Schwartz et compagnie. C'est quoi? C'est une tripartition de l'espace social. À la place d'avoir une dichotomie entre nous en bas contre eux en haut, ça a été remplacé par une tripartition avec 3 pôles. Nous, les travailleurs modestes, contre ils, les riches en haut qui nous écrasent, mais contre eux, les assistés en bas qui nous pompent. Quand je mets ça sur la table, c'est pas pour m'en féliciter, c'est pas pour le valider, c'est comme on regarde une fracture et c'est pour le réparer. C'est pour me demander comment on va faire pour que les travailleurs modestes et en bas, eh ben, ils soient ensemble contre le haut. Et non pas pour venir construire une France des travailleurs modestes contre une France des allocs. Tu vois, comme si c'était pas parce qu'on avait désorganisé le travail, qu'on avait... Or, tu sais, et Roussel, il devrait le savoir, chaque fois qu'il y a un porte-container qui arrive de Chine avec des micro-ondes, je dis ça parce que hier j'ai acheté un micro-ondes et il venait pas de France, tu vois, j'en ai pas trouvé un seul qui venait de France, avec des micro-ondes à l'intérieur. En fait, ce porte-container, il contient pas des micro-ondes. Ce porte-container, ce qu'il contient, c'est du travail à bas coût. C'est ça. Et donc, la CMA-CGM que je citais tout à l'heure, elle fait des profits 14 milliards, je crois, en un semestre. Tu vois, ça dépasse total. Elle les fait sur ce travail à bas coût qui est contenu dans chacun de ces containers et qui est organisé depuis 40 ans. C'est cette organisation du monde-là qu'il s'agit de contester, et non pas les allocs. Voilà ce qui me sépare de Roussel. Et voilà pourquoi je me bagarre. Moi, je ne me bagarre pas pour qu'on monte les uns contre les autres. Ce bloc historique, il doit comprendre les trois. Tu vois, même sur les questions d'écologie, ça y est, je pars en sucette, mais c'est pas grave. Sur les questions d'écologie, tu as l'impression parfois d'un tandem mortifère. Avec les écolos qui vont venir te dire que tu as le barbecue viriliste. Bon, bah, c'est vrai qu'autour des terrains de foot et sur les piquets de grève, c'est toujours des bonhommes qui sont autour du barbecue. C'est la vérité. Mais la réponse en face, elle va être finalement sur l'éloge de la viande rouge franchouillarde, quoi, tu vois. Et on va te construire du coup les véganes des centres-villes contre les viandards des campagnes. Bah non, c'est pas comme ça qu'on peut embarquer la société. Il s'agit de se demander comment on va faire pour les mener ensemble. Tu vois, je me souviens de mes discussions avec Bruno Dufayet, tu sais, le patron de la Fédération nationale bovine, donc la FNSEA du bœuf, quoi. Et sur moi, la nécessité qu'il partageait d'aller vers moins de viande, mais mieux de viande. Moins de viande parce que c'est une nécessité pour la planète, mais c'est même une nécessité pour la santé des individus. Et en revanche, mieux de viande, c'est-à-dire une viande française, qu'on n'a pas besoin d'importer de Nouvelle-Zélande, puisque ça c'est le traité de Macron là qu'il est en train de mettre en place, une viande sans hormones, sans antibiotiques, contrairement à ce qu'on fait au Canada, et on laisse importer de la viande qui vient de là-bas, et une viande élevée en pâture, et pas dans des fermes-usines, tu vois. Et donc, il nous faut non pas chercher, tu vois, à occuper un segment du marché électoral, ou se demander quel mot va passer auprès de telle population et moi c'est mon territoire. Mais non, c'est comment on a des mots d'ordre qui parlent à tout le monde et qui embarquent toute la société dans une direction. Bon, pour moi je sais dans quelle direction, c'est le grand défi climatique qu'on a affronté, et là-dedans normalement comme Roosevelt 1942 qui à l'époque, comme il n'a pas de porte-avions, pas de tanks, pas de bombardiers, pas grand-chose dans son armée, il canalise toute l'énergie du pays, tout le savoir-faire, tous les capitaux, toute la main-d'œuvre en une direction qui est l'économie de guerre. Bah, de la même manière, on devrait tout canaliser en une direction qui est l'économie de guerre climatique. Bon, et ça suppose que ça ne soit pas
un précaré pour les communistes, un précaré pour les écolos, un précaré pour les insoumis, mais qu'on cherche comment dépasser les contradictions et être emportés ensemble dans une même direction. Voilà ce qu'on doit essayer dans les mois et les années à venir, quoi. Enfin, bon, je vais terminer sur une note rigolote. Je suis allé au cinéma hier. D'habitude, ici, je recommande toujours des films. Là, c'est un navet. Tant qu'à faire, puisque j'ai donné 15 € pour un navet, autant que j'en retire quelque chose dans le bulletin. Compromat. Donc, Compromat, c'est un truc un dossier fabriqué par les services secrets russes pour te compromettre. Là, en l'occurrence, c'est un responsable de l'Alliance française à Vladivostok, au fin fond de la Sibérie, ou à Irkoutsk, qui est accusé de pédophilie. Bon, alors, il y a une heure qui est super bien. Et la deuxième heure, ça tombe complètement en sucette. Les Russes, ils sont à peu près aussi méchants dans le film que les nazis pendant la guerre, mais bon. Le héros est tellement con qu'on est pressé qu'il meure, tu vois. Par exemple, il est en relation avec la belle-fille d'un dirigeant du FSB. Il cherche à s'évader. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie des messages. Putain, mais t'imagines, le débile, quoi. Déjà, tu n'utilises pas ton téléphone portable, tu le planques et ensuite tu n'envoies pas de message à la belle-fille d'un dirigeant du FSB. Ensuite, il est avec cette nana-là qui le conduit à la frontière estonienne. J'en ai rien à foutre de divulgacher, tu vois, de spoiler parce que je vous recommande vraiment pas d'aller le voir. Donc, c'est la fin. Il est à la frontière estonienne, il fait nuit, il va avoir 20 km à traverser les forêts au milieu des loups et avec des marécages. C'est ça quand même avant de réussir à être sauvé. Mais là, il est dans la bagnole et commence un nouveau film français à la Romer. Alors Romer, je sais pas si tu vois, mais c'est des petites conversations amoureuses autour de la piscine. Oh, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais oui, je t'aime, Svetlana, mais pars avec moi et tout ça. Et les mecs, ils ont le FSB au cul quand même, quoi. Et ça dure. Et ils font l'amour dans la bagnole. Je peux dire que moi, mon kiki, il serait comme ça si j'avais le FSB aux fesses et il m'arriverait rien. Pourquoi je termine comme ça? Pourquoi je termine de mon kiki qui ferait 2 mm si jamais j'avais le FSB aux fesses? Parce qu'il est une chose à laquelle je tiens et que je veux pas qu'on m'enlève, c'est une voix libre. Je veux que ma voix reste libre et que ma pensée reste libre. Voilà. Pour vous faire rigoler et pas que.